Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur le plateau de LCF pour l'émission Talk Talk. Ce matin, nous recevons David Baïli Djabavi de la rédaction de Afripresse et de Togosite. Bonjour David. Bonjour Junior. Bonjour aussi à notre ami Fabrice Pédizi du journal Le Libéral. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité Justin Yidi, il est le porte-parole du parti Union pour la République Unir. Avant tout ça, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi, nous démarrons par Togo Matin. Togo Matin qui titre Sommet de l'Union africaine, un passeport, une taxe pour tous. Politique, réforme constitutionnelle et institutionnelle après la réflexion, l'action. Éducation, l'UNESCO honore un jeune leader togolais culture. L'affaire Camara Laye à propos du regard du roi. Liberté dans les kiosques également ce matin, réforme atelier du H-Queen. Convergence de vues sur la limitation du mandat, le scrutin à 2 tours, le réajustement politique. Les regards désormais tournés vers Fort Gnassingbé. Les 10 commandements de l'abbé Gustave Sanvi. Le non-respect des engagements pris détruit la confiance et hypothèque les relations entre le peuple et les dirigeants. Des suites de l'affaire de 350 kg de cannabis, le juge du 6e cabinet d'instruction et l'avocat Bissari ont estorqué des fonds à la famille du prévenu. À quand l'audience pour dire le droit contre cette détention illégale? Et puis dans les cas également, le correcteur qui titre Grande brouille au sommet de l'État, le ministre de l'administration territoriale sur une chaise éjectable, une punition infligée à Fort Gnassingbé au centre des controverses. Atelier de réflexion et d'échange du H sur les réformes politiques sur fond de boycott des véritables protagonistes, une foire de grandes théories autour de nouveaux grands marchés de dupes. Les 10 vérités de l'abbé Gustave Sanvi à Fort Gnassingbé. Conséquences dramatiques des courses de rodéo à travers les rues de Lomé, le cortège présidentiel victime d'un accident de circulation. Et puis, en reconnaissant de ses œuvres, Gervais Jondo fait président d'honneur de l'ISDI. Retour en studio avec d'autres journaux avec nous ce matin. Nous avons par exemple le quotidien privé Forum de la semaine. Forum de la semaine de Dima Dikodo qui titre donc pour sa une de ce lundi, fin de l'atelier du H-Creune. Satisfaction et espoir pour les réformes. Pour un apaisement politique au Togo, les proposants proposent une vice-présidence de la République. Diplomatie, outre les dossiers chauds de l'UA, parle coopération avec Ali Sisi à Kigali, RDC, médiation de Edem Kodjo. Plus d'obstacles à l'horizon pour le dialogue inter-congolais. Dans les cas également ce matin, nous avons l'humanité. L'humanité donc qui titre réforme politique et institutionnelle au Togo, le H-Kundawana Nagaboya joue sa partition. Réalisation des réformes allées au-delà de la PG, selon David Ournanyantsa. Désignation du nouveau chef canton de Corvier, le commissaire Adedje Kodo, dans le viseur des contestataires. John Kovi Descamps, une étoile togolaise qui brille dans la principauté de Seborga. Nous avons dans les kiosques avec nous la lettre de la cause. À la une de la lettre de la cause, nous pouvons lire les titres suivants: réforme politique et institutionnelle. Le H-Creune balise le chemin. Fin de la lutte Evala, édition 2016, le pari d'une organisation réussie. Rencontre d'échange à Caran entre la RAC et les responsables des médias. La dépénalisation des délits de presse ne doit pas être une licence pour les injures et dénigrements. Enfin, dans les kiosques, le journal La Renaissance. La Renaissance qui titre au Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, le trône des fondations d'une 5e République désormais en marche. Retour sur les grands axes de l'atelier de la semaine dernière. Interview exclusive de M. Étienne Combaté, responsable du développement et de la logistique de Nyoto. La question environnementale est très importante pour la pérennité de chaque entreprise. Nous marquons une pause derrière la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos confrères David Baïli Djabavi de la rédaction d'Afripresse et Togosite. Rebonjour. Rebonjour, Junior. Et Fabrice Pédizi, le patron du journal Le Libéral. Alors Fabrice, nous allons démarrer par l'atelier du H-Creune.
l'atelier a eu lieu et après. C'est une interrogation dans l'opinion publique. Le rideau est tombé vendredi dernier sur l'atelier du H-Creune. Après 5 jours d'intenses travaux, les participants à cet atelier ont fait des propositions qui seront soumises au gouvernement. Alors, nous notons qu'il y a eu un large consensus autour de la limitation du mandat présidentiel à 2 et aussi à un scrutin à 2 tours pour la présidentielle et les législatives. Alors, comment accueillez-vous donc les conclusions de cet atelier, Faris? Oui, ben, je crois que l'essentiel, ce qu'il faut surtout retenir, c'est le consensus qui s'est dégagé facilement autour de certains sujets qui tiennent à cœur, surtout à la classe politique, notamment la réforme constitutionnelle avec la limitation des mandats, le scrutin à 2 tours. C'est vrai qu'il y a encore débat par rapport à la question liée, faut-il aller à une 5e république ou faire juste une révision constitutionnelle. Je crois que c'est sur ce point-là les avis sont plus ou moins partagés, mais pour le reste, il y a un consensus qui s'est dégagé. Et donc je crois que l'atelier s'est terminé quand même sur une note d'espoir. Et c'est vrai qu'il ne revenait pas aux participants à l'atelier de faire des réformes, mais de faire des propositions. Je crois que la suite, ce serait la mise sur pied d'une commission, si on reste dans la logique de ce qui a été dit auparavant. Cette commission-là qui prendra forcément en compte les propositions issues donc de cet atelier pour envisager peut-être un avenir par rapport à ces réformes-là qui tiennent à cœur au Togolais. Donc globalement, c'est vrai que tout le monde n'y était pas, mais quand vous auscultez un peu l'environnement sociopolitique, vous avez l'impression que ceux qui sont allés sont ressortis satisfaits, et les politiciens de tous bords, les intellectuels qui étaient, la presse et tout le monde. Et même ceux qui ne sont pas également allés, je crois que c'est vrai, les gens continuent de douter un peu. Ils ne disent pas que l'atelier n'a rien fait comme travail, mais sauf qu'ils doutent de l'avenir qui sera réservé à ces propositions-là. Je crois que c'est un doute cartésien pour amener les gens à la vérité, et donc on espère que dans les jours à venir, on donnera raison à ceux qui ont cru en cet atelier. Alors David, on le voit très bien. Il y a eu un consensus qui s'est dégagé à l'issue de cet atelier. Il y a eu des propositions. Tout le monde est d'accord sur la limitation des mandats à 2, 5 fois 2, et aussi un scrutin législatif et une présidentielle à 2 tours. Alors, quitte à présent, maintenant au chef de l'État, de mettre sur pied la commission des réformes pour matérialiser tout ce qui a été donc fait comme proposition. Oui, je pense que c'est le moment de voir la crédibilité et la vérité du chef de l'État sur la base de la promesse qu'il avait faite en Allemagne lorsqu'il proposait plutôt d'amener des universitaires et des intellectuels dans cette commission à réfléchir sur la phase exécution des réformes. Le H-Creune a abattu un travail assez intéressant, et aujourd'hui beaucoup de Togolais se posent la question de savoir quelle sera la suite qui va être donnée à ces assises. Quand on sait le sort qui était réservé aux différents dialogues, on a connu des CPDC, on a connu Togo Télécom, on a connu la CVJREC, tout ça. Et du coup, les gens paraissent dubitatifs sur l'issue des travaux du H-Creune. Mais au-delà de ce constat, il faut quand même comprendre et accepter la volonté de la classe politique de se réunir, même si tout le monde n'a pas été présent dans cette salle, comme l'avait dit Fabrice tout à l'heure. L'important, c'était que les travaux aient lieu et que fondamentalement qu'on ait une suite après ces travaux-là. Alors la suite viendra de qui? La suite viendra du chef de l'État, qui est le premier garant de ce pays. C'est lui qui forcément doit donner donner l'exemple pour que nous puissions, que le peuple togolais puisse valablement comprendre que ces aspirations ont été entendues par le chef de l'État et par l'ensemble de la classe politique. Aujourd'hui, nous ne voulons plus avancer dans le doute, il faut avancer vers l'espoir et mettre au défi le chef de l'État dans la concrétisation des conclusions de ces assises du H-Creune et évidemment s'assurer que très bientôt ces réformes seront opérées pour enfin aller vers ce à quoi le peuple togolais s'attend, ces réformes et tout ce qui est contenu à l'intérieur. La limitation du mandat
qui a été un sujet qui a opposé l'UNIR à l'opposition dans le temps. Le scrutin à 2 tours, c'était les 2 principaux sujets qui bloquaient les travaux dans le temps. Aujourd'hui, il y a un accord général, le constat dégagé que toutes les parties qui étaient là présentes à ces assises ont compris la nécessité d'aller vers la limitation de mandat à 2, l'organisation des élections à 2 tours et tout ce qui va suivre. Donc aujourd'hui, le chef de l'État qui est le premier responsable de ce pays, nous estimons que sur ce coup-ci, ça ne va plus se faire comme avant, où les conclusions seront rangées dans les tiroirs et fermées à clé. Nous estimons véritablement que d'ici sous peu, les choses vont avancer et que très bientôt, ce qui bloque la classe politique, parce qu'il faut quand même avoir le courage de le dire, c'est la question des réformes qui bloque toute la classe politique aujourd'hui. Nous estimons que dans les jours à venir et très bientôt, on passera à la phase opératoire de ces réformes. Alors Fabrice, ces propositions ici de la télé H1 seront donc soumises au chef de l'État et qui va mettre sur pied une commission chargée des réformes. C'est cette commission qui va essayer de revoir tout et proposer un projet de loi au gouvernement qui va l'envoyer à l'Assemblée. Maintenant, il va falloir mettre sur pied la commission des réformes et dans l'opinion publique, on veut que le chef de l'État le fasse le plus tôt possible. Oui, bien évidemment, il faut le faire le plus tôt possible, mais pas dans la précipitation également, puisque si on reste dans la logique de l'accord politique global, je crois qu'on privilégie beaucoup plus le consensus. Espérons que ce consensus se dégage facilement comme on a pu l'avoir au dernier atelier. Mais sinon, si à un moment donné dans la pratique, il y a encore des divergences sur tel ou tel point et qu'on s'en tient vraiment au consensus, ça peut prendre du temps. D'autant plus qu'à l'Assemblée nationale, on sait qu'il y a la majorité. Et donc, on souhaiterait tout simplement qu'il y ait vraiment consensus autour de certains sujets, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un projet de loi avait déjà été introduit par le gouvernement lui-même. Et ça avait été rejeté, parce que, bon, au niveau de la classe politique, on ne s'est pas entendu sur certains aspects. Alors maintenant, est-ce qu'on pourra s'entendre? C'est un peu ça. C'est vrai qu'on rejette la balle dans le camp du chef de l'État. C'est vrai, il a un très grand rôle à jouer pour un aboutissement, mais à lui seul aussi, ça ne suffira pas. Non, c'est lui qui doit imprimer le tempo. Oui, c'est ce que je dis. Il a un très grand rôle à jouer, mais à lui seul, ça ne suffira pas. C'est pour ça que j'ai dit, si on brandit l'accord politique global comme le document de référence par rapport à ces réformes-là, tout doit se faire selon le consensus. Alors, faute de consensus, on fait quoi? C'est la majorité mécanique. Or, on sait que quand on évoque la loi de la majorité à l'Assemblée nationale, c'est le parti UNIR qui est majoritaire. Mais dans l'opinion, c'est bien clair que tout le monde est pour la limitation du mandat à 2 et les tours de l'élection. Oui, mais attends, le projet de loi que le gouvernement avait introduit lui-même, ça avait pris en compte la question des 2 tours, de limitation de mandat et tout cela. Mais je crois que le véritable souci, c'était à cette gymnastique de rétroactivité ou pas et tout cela. Je crois que ça, c'est des concessions que les politiciens doivent faire. Sinon, aujourd'hui, on constate que tout le monde parle de réforme, même le parti au pouvoir. Et donc, quand vous prenez l'atelier qui a eu lieu tout dernièrement, et c'est pour cela, c'est vrai qu'il y a eu d'autres rencontres qui n'ont pas porté, mais je ne suis pas de ceux qui alignent la dernière rencontre là sur ce qu'on a connu par le passé. À la rigueur, ça peut ressembler un peu à ce que nous avons eu au niveau de l'accord politique global. Là, il y avait beaucoup plus d'acteurs. Il y avait des acteurs politiques et puis les acteurs de la société civile et bien d'autres personnes. Mais la plupart des dialogues que nous avons eus, c'est des dialogues politiques. On copte 1 ou 2 organisations de la société civile pour ajouter. Alors pour vous, c'est un nouveau contrat politique? Non, pour moi, le concept de la dernière fois a une valeur beaucoup plus grande. Il est beaucoup plus vaste parce que, vous avez vu, il y avait les universitaires, les intellectuels, les politiques, les gens de la société civile, la presse. Et donc, je crois que si on n'a pas vraiment envie de faire les réformes, il ne fallait pas soutenir un tel atelier. Parce que là, je me dis que le gouvernement s'est vraiment mis une corde au cou en acceptant cet atelier-là qui devient aujourd'hui une pression sur le pouvoir en place qui doit vraiment œuvrer pour qu'on aille à ces réformes. C'est pour cela que je dis, vous avez vu, avec tous les acteurs, ouvert à tous les acteurs, on a facilement, les débats étaient plus ou moins scientifiques et on s'est facilement entendu sur le minimum, sur le b.a.-ba, c'est-à-dire ce qui est compréhensible partout. Mais si c'était des politiques, vous allez voir que bon, chacun va essayer de glisser
quelque chose qui va peut-être amener à un moment donné des blocages à certains niveaux. C'est pourquoi je dis, je souhaite vraiment que le consensus qu'on a pu avoir sur les propositions qui sont sorties de l'atelier du Radisson Blu, cet esprit-là puisse guider les acteurs politiques à l'avenir, pour que lorsqu'on sera à un niveau où, même s'il faut passer par référendum ou je ne sais quoi, on puisse rapidement dégager cet aspect-là pour que le pays puisse avancer. Sinon, si à un moment donné, il y a blocage quelque part, soit UNIR fait le forcing, il fait les réformes à sa convenance, faute de consensus, ou alors on va rester dans un état... Le statu quo. C'est le statu quo. Alors, on le voit, plusieurs participants donc, à cet atelier demandent que les réformes se fassent en deux phases. La première phase va concerner les réformes politiques et électorales, et la seconde phase va consister à faire les réformes institutionnelles et autres réformes. Qu'en pensez-vous? Non, moi je pense que on n'a pas besoin d'aller étape par étape. Il faut foncièrement joindre les deux nécessités qui s'imposent aujourd'hui. On ne peut pas privilégier une réforme sur une autre, parce qu'il faut quand même reconnaître que ce problème, cette question de réforme qui divise la classe politique de notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Hein, nous avons connu beaucoup de réunions, beaucoup de cadres de réflexion autour de ces sujets. Et si aujourd'hui la volonté s'est dégagée avec le dernier atelier de l'ASCRUN, et il faut aussi préciser que l'ASCRUN avait une mission en organisant ces assises-là. Il avait la mission de dégager de l'espace pour aller vers l'opérationnalisation de ces réformes-là. Et c'est ce qui a été fait. Alors aujourd'hui, nous avons une échéance électorale à venir dans les 2 prochaines années avec les élections législatives. Est-ce qu'il faut imprimer les nouveaux tests à cette élection législative à venir? Quelle sera les garanties pour cette application? Voilà autant de questions. Mais moi personnellement, et je pense que c'est ce qui retient peut-être l'attention aussi de beaucoup de Togolais, je pense qu'on n'est pas au stade où il faut privilégier une réforme par rapport à une autre. Il faut foncièrement essayer d'aller vers la concrétisation de ces 2 réformes et ensemble voir un peu ce que ça donnera. Parce qu'aujourd'hui, la question, comme on l'a dit, la principale question qui divise, c'est la limitation de mandat et le caractère rétroactif de l'application de cette décision-là, enfin de ce projet-là. Et du coup, aujourd'hui, si on n'en est pas encore là, ça veut dire que la voie, elle est quand même assez balisée pour aller vers une autre étape qui constituera forcément à aller vers ces réformes-là. Et ainsi, nous verrons réellement la volonté qui sera dégagée et du camp du pouvoir et du camp de l'opposition. Alors pensez-vous qu'il faille aujourd'hui passer à la 5e République comme le Conseil pour certains à l'issue de l'atelier? Bon, s'il y a nécessité à passer à la 5e République, pourquoi pas? Si c'est pour permettre de décrisper l'atmosphère en politique de notre pays, pourquoi pas? S'il y a une nécessité d'aller vers cette 5e République, je pense que ça profiterait beaucoup plus au peuple togolais qu'à une seule formation. Mais seulement ça prendra beaucoup de temps, parce qu'il faut mettre sur pied une constitution qui va donc travailler sur la future constitution de la République. Ça va durer. Nous avions mis 11 années à discuter de cette question de limitation de mandat. Je ne pense pas que nous mettrons 11 années à aller vers ce point-là. Alors Fabrice, je reviens vers vous. Pensez-vous qu'il faille aujourd'hui ouvrir notre dialogue avec les absents à l'atelier pour trouver un consensus autour des propositions avant de faire le projet de loi? Ouvrir un atelier avec les absents. Un dialogue. Non, je crois que le dialogue il doit être permanent. Hein. Je crois que tout dernièrement, il y a un élément qui nous a amené quand même à nous rendre compte qu'il y a des moments où UNIR et l'ANC échangent et même font des deals. Je veux parler de la désignation des membres au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, où l'ANC nous a dit qu'il n'a pas respecté le deal qu'il y avait entre eux. Donc ça voudrait dire que au-delà de tout, même si ce n'est pas à visage découvert, ces 2 parties discutent. Donc le dialogue il doit être permanent. Mais maintenant, organiser un cadre en marge de ce qui a été fait, bon, je crois que ce serait un peu une insulte pour ceux qui étaient à la télé de la dernière fois. Pour moi, je crois qu'on est en démocratie. Et bon, le fait de dire non, je ne vais pas à ceci ou cela également est une position à respecter. Donc, on ne peut pas, après tout ça là, réserver une autre
rencontre pour particulièrement les absents. Non, les absents ont dit qu'ils ne viendront pas, ils ont exposé les raisons pour lesquelles ils ne viennent pas. Maintenant, aujourd'hui, le défi, c'est qu'il faut permettre, il ne faut pas donner raison aux absents, c'est-à-dire en n'allant pas jusqu'au bout de l'objectif. C'est ma prochaine question. Le gouvernement togolais va-t-il surprendre les Togolais en matérialisant ces réformes-là pour ne pas donner raison à ceux qui ne disaient pas, ceux qui ne comptaient pas sur lui, ceux qui ne comptaient pas sur sa bonne foi? Oui, c'est ça que je crois qu'aujourd'hui, c'est ça le grand défi. Il ne faut pas mettre au pied du mur ceux qui sont allés à cet atelier. Parce que les gens ne sont pas allés dire quoi en réel. Maintenant, il faut leur prouver dans la pratique qu'ils s'étaient trompés ou alors les surprendre agréablement. Je crois que c'est beaucoup plus là. Ils n'avaient pas dit que bon, ils n'y allaient pas parce que peut-être l'endroit choisi n'était pas bien ou les invités n'étaient pas ceux qu'ils souhaitaient, mais ils ont dit clairement qu'ils n'y croyaient pas et que même la personne qui invitait pour cet atelier-là également a posé un problème par rapport à sa crédibilité et tout cela. Et donc maintenant, je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai vu certains responsables quand même de l'ANC, on a senti qu'ils étaient bien qu'ils ne soient pas dans la salle, ils étaient intéressés par ce qui se disait par tel ou tel. Ils étaient en phase avec ce qui Ils étaient en phase, donc ça voudrait dire qu'ils suivent. Et donc, ils attendent. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut les surprendre en le faisant. Et je crois que par la suite, ils peuvent prendre le train en marche. Je crois qu'on a eu cette situation également au niveau de la CVJR, où au départ, les gens n'avaient pas adhéré à l'initiative, mais finalement, bon, après, ils se sont rendus compte que ce qui a été décidé était quand même intéressant et qu'il fallait mettre la pression sur le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement. Oui, bon, ça a pris du temps. Je crois que après, il fallait mettre le H-Crown en place. Ça a pris du temps également. Même quand le H-Crown a été mis en place, ça a également pris du temps pour qu'il commence par fonctionner. Je crois que c'est l'un des premiers pas. Bon, ça a pris du temps, oui, mais on espère quand même que avec la nouvelle dynamique qui est née, on pourra aboutir à l'objectif tant recherché. Maintenant, par rapport à la question d'une 5e République, moi j'opte plutôt pour une révision constitutionnelle, hein, parce qu'en fait notre constitution de 92, elle n'est pas si mauvaise, même s'il faut revoir certains aspects. Une simple révision constitutionnelle pourrait faire l'affaire, parce que vous n'êtes pas censé, comme vous l'avez dit, le référendum, ça prendra du temps, et puis ensuite c'est des coûts, puisqu'il faut que les gens se déplacent également pour encore aller voter. Si la classe politique s'entend, je crois qu'on peut toucher à réviser certains points et puis on avance. Quoi. Alors, une dernière question sur ce sujet avant de passer à autre chose. David, quelle est selon vous l'échéance normale pour passer aux choses sérieuses, pour faire les réformes? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, il faut plus, on a perdu trop de temps. On a perdu trop de temps et je pense qu'il faut expérimenter avec les prochaines élections à venir, les élections législatives à venir. On n'a plus besoin de tergiverser sur tel ou tel, mais on a beaucoup plus besoin d'aller vers l'avant et de voir les résultats que ça donnera. Je ne pense pas qu'il y a un Togolais qui penserait du mal de ces réformes-là. Non, 85% de Togolais ont besoin de ces réformes, et si aujourd'hui le H-Crown a donné la possibilité d'aller vers la concrétisation de ces réformes, il faut le faire plus tôt et donner l'espoir aux Togolais que ces différentes crises qui ont posé toute la classe politique ne feront plus surface. Maintenant, si tu permets, pour revenir un peu à ta question, je pense qu'il n'y a pas de nécessité aujourd'hui à faire un autre forum ou un autre atelier avec ceux qui n'étaient pas là. Un autre dialogue. Avoir dit non aussi est un droit d'expression, et l'ANC a clairement signifié sa position. On n'a pas besoin forcément de faire un autre dialogue. Il faut qu'on avance maintenant, et nous estimons, comme Fabrice l'a dit tout à l'heure, nous sommes sûrs que cette formation politique va rejoindre le train et aller vers l'opérationnalisation de ces réformes. Nous allons dire un mot sur la tentative de coup d'État vendredi dernier en Turquie. Nous avons assisté dans la nuit de vendredi à samedi dernier à ce que l'on appelle une tentative de coup d'État dans ce pays, la Turquie. Une partie de l'armée, profitant de l'absence du président Erdogan du pays, a tenté de renverser les institutions de la République et prendre ainsi le pouvoir. Mais ils ont échoué de façon lamentable. Va-t-on conclure à un coup d'État à la Djendéré?
Oui, voilà, en Nkurunziza, je sais pas, au Rwanda où on a eu un cas similaire, au Burundi plutôt, où on a eu un cas similaire où bon, le boss n'était pas là et bon, certains ont tenté de le renverser. Mais il faut dire que pratiquement ces dernières années, de façon globale, on a l'impression que les coups d'État n'ont plus tellement chance, n'ont pas assez de chances de réussite en partant de l'Afrique. Aujourd'hui, le scénario que la Turquie nous a offert également est... Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le modernisme aussi est passé par là, parce qu'un coup d'État s'est tenu toujours au secret, alors qu'aujourd'hui on est dans un monde où, à l'instant T où vous êtes ici, on peut même donner la preuve que vous êtes ici ou là, et ça échoue. Mais bon, c'est vrai que d'aucuns doutent aussi que ce soit vraiment un réel coup d'État ou un coup d'État, parce qu'il y a aussi certains dictateurs qui par le passé également initiaient aussi des coups d'État comme cela pour juste régler un certain nombre de problèmes épurés. Et quand vous voyez aujourd'hui le lendemain de ce putsch manqué, ce qui est en train de se faire, on a l'impression que c'est un montage pour profiter pour faire des purges. Ça a été un réel prétexte pour une purge qui ne dit pas son nom. Et là, quand ça se passe comme ça, plus de 6000 personnes arrêtées, plus de 1200 magistrats arrêtés également. Justement, et donc c'est la violation des droits de l'homme qui s'installe comme cela. Et même si à un moment donné on prouve que le coup d'État était réel, mais quand même c'est un peu ambigu cette situation à ce niveau-là. Bon, on espère que... Mais généralement, le problème c'est quoi? Quand les gens sortent, échappent à des coups d'État, généralement ils se forgent une autre stature, ils deviennent plus requinqués. Ouais, plus requinqués, et puis bon, c'est comme si le boulevard est ouvert pour faire tout ce qu'on veut. Vous avez vu, bon, on sort ces militants et on clame, bon, vous devenez un héros et tout cela. Le danger aujourd'hui, c'est le lendemain de ce coup d'État, et donc forcément beaucoup de gens vont passer. On va profiter pour régler des comptes à des gens à qui peut-être dont on doutait de la confiance par le passé. Mais le constat saute aux yeux, les coups d'État n'ont plus tellement vraiment assez de chances ces dernières années. Est-ce qu'il faut se dire que les temps ont changé et que cette façon de faire n'a plus d'actualité? Alors, David, les putschistes voulaient donc, à travers ce coup d'État, restaurer la liberté et la démocratie pour mettre fin aux dérives de l'actuel président Erdogan qui, après avoir passé 15 ans à la tête du pays, a l'intention de modifier la constitution comme on le fait en Afrique, pour obliger encore un nouveau mandat. Mais visiblement, ils ont mal fait les calculs, ils ont échoué. La Turquie, c'est un peu aussi le problème de cet État-là. C'est ce qui fonde le refus de l'Union européenne de le faire intégrer dans l'espace européen. La Turquie est un pays instable politiquement, on le sait, et les violations des droits de l'homme sont monnaie courante dans ce pays-là. Le président Erdogan avait été arrivé au pouvoir en étant Premier ministre, et à la suite de l'élection qui a suivi, il s'est fait élire président de ce pays. Et donc, arrivé au pouvoir, on a vu, tout le monde a constaté un peu ce qui s'est passé, les violations des droits de l'homme, les arrestations et tout le reste. On a vu le peuple turc qui a plusieurs fois manifesté dans la capitale et sur lequel la police avait tiré. Il y a eu des morts, des arrestations et tout. Et donc, si une partie de l'armée estime que le président ne respecte plus ses promesses et tout, et qu'il fallait le dégager, bon, c'est une décision qui a été prise à la... On peut pas le dire à la légère, mais on a vu quand même le résultat. Ils n'ont pas réussi à ce coup d'État. Parce qu'aujourd'hui, les coups d'État ne sont plus légion. Lorsque vous estimez que le président de la République est hors du pays et que vous pouvez rapidement prendre le pouvoir, eh bien vous avez en face une contre-attaque ou militaire ou populaire, parce qu'il faut, quand nous prenons l'exemple du Burundi, c'était l'armée qui a riposté, qui a renvoyé les putschistes. Quand nous prenons le cas de la Turquie, c'était le peuple, la population qui était sortie et qui a barré la route aux putschistes. Et donc vous voyez un peu que cette option n'est plus à la page. Il faut réfléchir à une autre option. Mais le problème, c'est que on sait, si on va aux élections pour faire dégager un ancien président, il est très difficile de le faire dégager en Afrique. En tout cas, il semble qu'un président au pouvoir ne perd jamais les élections. D'où la nécessité de limiter les mandats. Voilà. Alors Fabrice, on le voit, l'opposition turque n'a pas supporté
les putschistes. Et c'est ça même qui les affaiblit. L'opposition a dit non, on est contre le coup d'État, on n'est pas d'accord avec vous. Oui, bien évidemment, on a des exemples. Les gens ont fait des coups d'État comme cela. C'est vrai qu'à un moment donné, peut-être le chef de l'État devient impopulaire. Et bon, tout le monde est pratiquement contre lui, disons la majorité, les manifestations et tout cela. Mais aujourd'hui, les opposants lucides savent que avec un coup d'État, c'est la force. C'est-à-dire, c'est par la force qu'on prend le pouvoir. Alors, lorsqu'on prend le pouvoir par la force, pour rétablir l'ordre normal, pour qu'on ait un justice qui feront forcément une transition. Et maintenant, au bout de la transition, soit celui qui a fait le coup devient candidat comme en Mauritanie. Et il s'éternise au pouvoir, ou alors il positionne quelqu'un qui est de ses rangs. Et généralement, les oppositions, c'est vrai que en Occident, c'est un peu différent. Quand vous prenez par exemple le cas de l'Afrique, les oppositions n'ont pas de moyens généralement pour pouvoir perpétrer des coups d'État. Et l'exemple là prouvé à plusieurs reprises que les coups d'État n'ont pas sauvé les pays. C'est-à-dire celui qui chasse le dictateur entre griffes et qui vient s'installe. Il s'installe parce que le peu de temps qu'il a, lui aussi commet des malversations. Même le Burkina qu'on a applaudi tous. Ils ont rendu le pouvoir, la transition a rendu le pouvoir. On a vu les dérives du Premier ministre Zida, il a ramassé une année, on a vu ce qui a pu se passer et tout cela. Et vous voyez un peu la situation qu'on lui réserve. Vous voyez que si Zida avait les moyens de traficoter les choses pour devenir chef d'État, il aurait pu le faire. Ça lui aurait garanti une certaine sécurité. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs. Et donc les oppositions n'ont pas les moyens. Voilà, et il faut aussi préciser que l'opposition ne voulait plus avoir l'armée au pouvoir en Turquie. En fait, c'est ce qui a fait que l'opposition n'a pas apporté son soutien aux putschistes. Ils ont dit qu'ils ne veulent, quelle que soit la personne qui va faire partie Erdogan, ils ne veulent pas de l'armée au pouvoir. Ce qui a fait que les putschistes ont été fragilisés et ils n'ont pas eu tout le soutien auquel ils s'étaient attendus dans cette tentative de coup d'État. Peut-être pour finir, vous prenez l'exemple d'Isaïr de Mobutu. Mobutu, bon, le dictateur, tout le monde ne l'aimait pas. Il a fallu une rébellion pour qu'il parte. Mais lorsque Kabila père est venu, c'était pas ça. Étienne Tshisekedi était bien loin du pouvoir. Et bon, quand Kabila meurt, son fils prend également. C'est toujours la force qui prime. Et vous voyez que des gens comme ça, qui avaient une certaine popularité dans le pays, ils vont finir leur vie. Ils vont disparaître. Parce que c'est la force qui a... En Guinée-Conakry, avec l'exemple patent d'Addis Camara aujourd'hui, qui avait sauvé la Guinée avec le départ de Lansana Conté et qui, après avoir goûté aux délices du pouvoir présidentiel... Mais il est plus vite chassé. Alors, mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Derrière la pause, nous recevons notre invité. Il s'agit de M. Justin Yedi. Il est porte-parole d'une Union pour la République. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité. Je vous rappelle, nous recevons ce matin M. Justin Yedi. Il est le porte-parole d'Union pour la République, unir le parti au pouvoir. Bonjour Justin Yedi. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas facile d'avoir à unir sur un plateau. J'avoue que c'est facile, ici il suffit de bien se prendre, unir à 20 porte-parole. Ça fait plus de 4 mois que nous couvrons derrière unir et finalement vous êtes quand même sur le plateau. Bon, peut-être que vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Ok, on saura quoi faire prochainement. Alors vous avez représenté votre parti unir donc aux travaux de l'atelier, enfin aux travaux du H-Run tout récemment, toute la semaine dernière. On a vu que vers la fin, il y a eu des propositions qui tendent à demander qui est la l'élimination de mandat. Et qu'on ait aussi du tour de scrutin. Alors, quel fut votre apport lors des travaux? Avant toute chose, je voudrais remercier LCF pour l'invitation à nous adresser. Et j'avoue que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile dans la salle. Mais on est quand même parvenu à un consensus. Et comme on le dit si bien sur les médias, c'est une réalité. Et dans la salle, on a senti une certaine volonté des Togolais à se parler librement, sans acrimonie,
Je crois que c'est ça qui nous a fait avancer. Et quelles sont les propositions d'unir en ce qui concerne la réforme? Non, au fond, c'est les tout premiers jours que tu sens que tel est de telle couleur ou telle couleur. Mais les jours suivants, on travaillait plus de façon anonyme. On ne prenait pas la parole par rapport à sa structure politique, mais on prenait avant tout la parole comme citoyen. Et à partir de ce moment, on était des partis un peu des cacans partisans. Et c'est ça fondamentalement qui a fait avancer le travail. J'ai écouté Maître Adjavon qui disait quelque part qu'il n'a pas vu unir escalité dans la salle. Il n'était pas là le premier jour. Le premier jour, il y a eu les présentations. Mais après ça, on a travaillé comme des citoyens et non comme des militants. Donc, si je comprends bien, votre parti UNIR approuve les propositions qui ont été donc arrêtées à l'issue de l'atelier? Naturellement. Heureusement que vous parlez de propositions. Parce que ce n'est pas des conclusions définitives, mais c'est des propositions que le HCROUN aura à transmettre au chef de l'État. Et à partir de ce moment, le chef de l'État doit mettre sur pied normalement une commission de réforme. En réalité, cette commission est présidée par la même Awanana. Donc peut-être qu'on va élargir la commission à des gens pour réfléchir et donner une forme de loi, une forme de projet de loi à ces conclusions-là. Et ça fera le reste, le tout. Est-ce que UNIR aujourd'hui est favorable à la limitation de mandat? Ok. Donc pour répondre à cette question, je voudrais tout d'abord préciser que si UNIR n'était pas dans la logique d'opérer les réformes, cet atelier n'aurait même pas lieu. Parce que le HCROUN a été mis sur pied par le chef de l'État. Il y a eu la recommandation 5 de la CVJR qui a précisé qu'il faut limiter le mandat. Il y a la recommandation 8 de la CVJR qui a même prévu l'atelier que nous venons de boucler. Donc ça veut dire que le chef de l'État est dans une certaine logique, c'est d'opérer les réformes. Et à partir de ce moment, c'est lui-même qui a mis sur pied la CVJR a fait des recommandations qu'il a acceptées. Nous sommes allés dans la salle, nous avons discuté, nous sommes allés à un consensus. Parce que le consensus, ce n'est pas l'unanimité. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Donc on s'est retrouvés, on s'est mis d'accord sur la question de la limitation des mandats. On s'est même mis d'accord sur la durée du mandat et on a précisé que c'est 5 ans, que ce serait 5 ans renouvelable une seule fois. À partir de ce moment, je ne vois plus où se trouve le problème. Donc on peut avoir confiance en vous. Nous qui étions dans la salle mandatés par nos partis, on peut avoir confiance en votre formation politique. Naturellement. Que bientôt on va limiter les mandats, le mandat présidentiel. Oui, mais en quoi ça dérange? Oui, moi je voulais revenir un peu sur la représentation du parti UNIR à cet atelier. Bon, on a constaté que la plupart des partis politiques se sont fait représenter par leurs leaders bien connus. Bon, c'est vrai que Faure Gnassingbé étant chef de l'État, il ne peut plus parler au nom d'UNIR. Le premier responsable qu'on connaît d'UNIR également est au gouvernement. Et bon, est-ce qu'à un moment donné, ceux qui disent que UNIR n'était pas là n'ont pas un peu raison dans la mesure où, quand on prend le reste, c'était des leaders qui étaient là? Est-ce que non, tous les partis n'étaient pas forcément représentés par les leaders? Il y avait des partis, c'était des représentants. Mais c'est vrai qui avait une crainte. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, j'ai l'impression que les gens veulent choisir les gens ont tendance à choisir leur interlocuteur. C'est comme si on voulait du côté de UNIR des têtes blanches dans la salle, non. Il y a même eu une parenthèse dans l'atelier, c'est qu'on dit qu'il faut faire la promotion des jeunes. Donc quand un jeune va représenter UNIR et que le jeune est à la hauteur du débat, je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Maintenant, au plan politique, les gens peuvent se dire c'est parce que UNIR veut se dérober. Mais il y avait les anciens, pratiquement tous les anciens ministres dans la salle. Aoumé Zounou était là-bas, peut-être pas en tant que UNIR, mais il est de UNIR. Il y avait beaucoup de personnalités de UNIR dans la salle. Même M. Nachaba était là, Abbas Bonfo était là. Donc, Monseigneur Podjour même est arrivé à un moment donné. Mais lui n'est pas d'UNIR. Il n'est pas d'UNIR, c'est pour vous dire qu'il y avait quand même la crème. Et à partir de ce moment, ce n'est pas la petite personne de Justin ou de tel qui compte, mais c'est le Togo. Et le débat
est plus citoyen que militant. Oui, alors, si tu permets ma seconde question. Alors oui, UNIR est d'accord pour les réformes, la révision et tout cela, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a une condition, puisqu'on sait qu'il y a quelques mois, le gouvernement lui-même avait déjà introduit un projet de loi, et ce sont les députés d'UNIR qui ont fait bloc. Alors aujourd'hui, oui, UNIR est d'accord, mais est-ce que vous avez des conditions? Non, au fond, quand vous dites le gouvernement a introduit un projet et UNIR a fait bloc, je dis non. Parce qu'un projet de loi, quand vous l'introduisez au Parlement, ça fait tout un parcours. Oui. Je peux vous assurer que le texte qui est sorti et contre lequel UNIR a voté n'est pas le texte originel. Non, c'est le texte original, c'est les mêmes dispositions. Oui, ce qui est sur UNIR, les débats intergroupes parlementaires qu'il y a eu au niveau de la commission des lois ont changé certaines parties du texte. Lesquelles par exemple? Je vais revenir. Ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est que nous étions à quelques jours des élections et on nous disait que notre candidat ne devait pas participer aux élections. Qui l'a dit? Nos amis d'en face voulaient la rétroactivité de la loi qui empêchait notre candidat d'être aux élections. Mais en politique, je trouve ça totalement déplacé. Ce n'est pas possible. À quelques jours des élections. En 2014, lors du dialogue qu'ils ont eu avec Monseigneur Mariga, ils étaient pratiquement au bout du tunnel. C'est cette affaire de rétroactivité qui a tout bloqué. Donc aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui opère les réformes. Monsieur Degré l'a si bien dit dans la salle, il est la locomotive, c'est lui qui va conduire les réformes. Nous avons dit au niveau des participants que on peut utiliser dans un premier temps la voie référendaire au niveau du Parlement. Si ça ne marche pas, on ira au référendum, c'est-à-dire on va consulter on va consulter le peuple. Donc c'est-à-dire que les choses vont aller normalement. J'ai l'impression qu'on a un problème, c'est qu'on est pressé. C'est vrai. Oui. Mais ça fait 11 ans que ça dure. Oui, ça fait 11 ans que ça dure, c'est vrai. Mais il ne sert à rien de se hâter. Ils vont mieux faire bien les choses. La preuve, dans la salle, nous sommes allés au-delà des réformes politiques. Nous avons parlé des réformes économiques. Nous avons parlé des réformes sociales. Mais l'important, c'est la réforme politique. C'est ça qui doit imprimer la dynamique pour le reste. Très souvent, c'est l'erreur. Très souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Au fond, si les gens sont à l'aise, si les gens ont le minimum, les questions de réforme politique viendront d'eux-mêmes. Mais c'est pas parce que les contestations, oui. Dans la salle, il y avait Madame Nadou qui représentait les travailleurs. Il y avait d'autres personnes, quand ils prennent la parole, tu le sens. Ils disent, le problème des Togolais aujourd'hui, ce n'est pas tant Kofi ou Kamala qui nous gouverne. C'est vrai, nous sommes dans un régime démocratique. L'alternance est même l'essence de la démocratie. UNIR y adhère totalement. Mais en tant que parti au pouvoir, n'oubliez pas que nous sommes un parti au pouvoir. Et à partir de ce moment, nous ne sommes pas préoccupés que par les réformes, nous sommes préoccupés également par le bien-être quotidien des Togolais. Justin, vous aviez dit tout à l'heure que nul n'a besoin de se précipiter pour aller aux réformes. Exactement. En prenant le temps qu'il faut, est-ce que le parti uni n'est pas en train de jouer sur le temps? Et ma question est celle-là. Est-ce que vous accepterez la prise en considération du mandat en cours de l'actuel chef de l'État au cas où on allait à la limitation de mandat? C'est-à-dire que un nouveau mandat pourra être offert au chef de l'État actuel, après celui qu'il a commencé, et à la fin de ce deuxième mandat, il n'ira plus aux élections. Bon, vous êtes favorable. Oui, mais ce que vous dites là, je ne sais pas à quelle logique ça répond, parce qu'au fond, juridiquement, si même au cours de ce mandat, nous opérons les réformes, ça suppose, juridiquement, ça suppose que le compteur est à zéro. Juridiquement, c'est ça. C'est-à-dire que le mandat 2015 ne compte pas. On met le compteur à zéro. Avec 2020. Voilà. Ça, juridiquement. Et c'est ce que vous pouvez vraiment lire. Hein? Non, ça, c'est vous qui le dites. Juridiquement, c'est ça. Maintenant, politiquement, il peut y avoir un accord. Parce que les accords, quelquefois, sont au-dessus des textes. Pourquoi il faut encore un accord, monsieur Yidi? Il faut un accord parce qu'à la veille des élections, on ne s'est pas entendu. C'est le point d'achoppement. C'est ça qui nous a bloqués. Aujourd'hui, si nous sommes intelligents, nous ne devons plus achopper au même point. Oui, mais si nous avions déjà eu un point d'achoppement, oui, avec le caractère rétroactif demandé par l'opposition, si aujourd'hui l'UNIR a la volonté de décrisper,
cette situation, je ne pense pas que ce point poserait problème. Vous pourrez accepter à unir de comptabiliser le mandat actuel. Est-ce que ça vous pose un problème que le chef de l'État, que vous comptabilisez le mandat actuel? Je ne parle pas du caractère juridique. Je parle du caractère politique. Nous sommes malheureusement sur un terrain de droit et il y a le droit, il y a la politique. On ne peut pas mettre les deux ensemble. Il faut les dissocier. Et dans les exposés dans la salle, il y a des mots qui sont revenus constamment. Oui. Il y a le Premier ministre Agboyembe qui parlait du dépassement de soi. Il y a le Premier ministre Aoumé qui disait que pour réussir, il faut aller vers des concessions réciproques. C'est ça le fondement du consensus. Maintenant, si nos amis constatent qu'hier, il y a eu un point qui nous a bloqués, qu'est-ce que ça leur coûte eux aussi de nous concéder ce point-là? Je parle en tant que politique. Et à partir de ce moment, ça suppose que, au-delà des conclusions que nous allons verser au chef de l'État, à qui on va donner une force de projet de loi, il y aura encore des discussions parce que quand les textes vont atterrir au Parlement, la commission des lois va s'en saisir. Et automatiquement, un autre débat va s'ouvrir. Une question. Et moi, je souhaite vivement qu'arrivé à ce stade-là, chacun fasse des concessions réciproques, comme l'a si bien dit le Premier ministre Aoumé Zoulou. Alors, si je comprends bien ce qu'il dit, Justin, en dehors de Faure Gnassingbé, UNIR n'a plus de candidat qui pourra le représenter à la présidentielle du Togo. Si vous le dites, c'est faire injure à notre parti. C'est-à-dire attends, écoutez, qui peut représenter le chef de l'État? Tout le monde peut représenter à une élection. Tout le monde, y compris moi-même, tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame sur ce toit-là. Tout le monde. Donc tout le monde peut être candidat de une ici, tout le monde. Mais le problème aujourd'hui, non, le problème, ce n'est pas Kofi ou Komla. Si vous allez à une élection, avec qui vous êtes sûr de gagner, ça c'est un. Donc, attendez, je n'ai pas fini. Oui. Ça c'est un. Deux. Il faut faire un compromis dans le parti autour de la personne. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, celui qui fait le compromis, c'est lui. Heureusement ou malheureusement, pour certains, c'est lui. Donc votre champion à unir, c'est Faure Gnassingbé. Aujourd'hui. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui est notre champion. Oui, alors si vous voulez, l'ANC n'était pas à la rencontre de la dernière fois. Est-ce que c'était une bonne nouvelle pour vous ou vous avez regretté? Oui, il y a le professeur Massila qui l'a si bien dit dans la salle, il dit le consensus ce n'est pas l'unanimité. Et en démocratie, dire non aussi, c'est quand même une prise de position. Moi, en tant que représentant de UNIC dans la salle, j'ai vivement regretté l'absence de l'ANC. Ben, je disais dans les échanges avec certains leaders dans la salle, qu'au fond, le défi que nous, qui sommes venus à cet atelier, nous avons, c'est de faire en sorte que le bon sens étant la chose la mieux partagée au monde, nos conclusions répondent au bon sens. Et je me réjouis d'ailleurs qu'aujourd'hui, nos conclusions, dans un premier temps, fassent l'unanimité des Togolais. Peut-être que dans la mise en œuvre maintenant, les gens ont encore des doutes. Mais moi, je voudrais les rassurer pour dire que si le chef d'État n'avait pas la volonté d'opérer ces réformes, cet atelier n'aurait pas lieu. Quels sont concrètement les désidératas du parti uni en ce qui concerne la question des réformes politiques au Togo? Peut-être que... Ça dit, quand on parle de réforme politique, qu'est-ce que UNIR comprend à travers réforme politique? L'entendement d'UNIR. Pour UNIR, il ne sert à rien de faire les réformes en tenant compte de Kofi ou de Komla. Il faut faire des réformes impersonnelles. Il faut faire des réformes qui soient durables dans le temps. Parce que quand vous prenez la constitution de 92, elle apparaît comme la constitution des gens qui ont eu plus de force à un moment donné. Qu'est-ce qui était négatif? Je n'ai pas fini. Qu'est-ce qui était mauvais dans la constitution 92 par exemple? Je n'ai pas fini. Ok, allez-y. Quand vous prenez la deuxième constitution de 2002, elle est également la constitution d'une France qui, à un moment donné, se sentait plus fort. À partir de ce moment, les deux constitutions ont un problème. Aujourd'hui, il faut abandonner ces deux constitutions-là pour aller vers une constitution à laquelle tous les Togolais vont adhérer, dans laquelle tous les Togolais vont se retrouver. Je prends l'article 66 de notre constitution de 92. Regardez tout ce que cela a créé comme problème entre Agboibo et Edem Kodjo. Nous avons le premier dans l'opposition. Oui, on a dit qu'on le met dans la majorité parlementaire. Le chef de l'État a nommé Edem Kodjo dans la majorité parlementaire. Voilà, mais ça, il y a d'autres éléments. Non, la majorité parlementaire, mais c'est la majorité parlementaire qui devait faire la proposition. Si vous avez la majorité, c'est à vous de proposer. Non, l'article 66, si vous voulez, on amène la constitution, ce n'est pas écrit. En matière juridique, il y a l'esprit et la lettre du texte.
En quoi M. Dem Kodjo était de la majorité parlementaire dans le temps? Il avait combien de députés à la On avait eu une majorité élue et on a eu une deuxième majorité d'investiture. C'est ça qui s'est passé en réalité. Quand ils étaient allés dans l'opposition, mais ils n'ont pas constitué un bloc avant d'aller aux élections. C'est ça. Donc ils n'avaient pas une majorité avant les élections. Oui, après, ils ils se sont rencontrés pour faire une majorité. Et le même Kodjo s'est déclaré parmi Chardière. C'est plus tard qu'il a dit. Non, au fond, quand tu étais dans une situation où quand il balançait à gauche ou à droite, il donnait la majorité. À partir de ce moment, tel que le texte était écrit, il n'avait pas tort. Politiquement, il avait tort, mais juridiquement, Kodjo avait raison. On continue. Donc, monsieur, il dit, Justesse, si je comprends bien, vous êtes dans la logique de passer à la 5e République à unir. Pas forcément. Pas forcément. Les échanges dans la salle nous ont amené à deux conclusions. Pour le type de régime, j'avoue qu'on a eu des difficultés. On ne s'est pas entendu sur le type. Mais ce qui est apparu globalement, c'est que soit on retouche la constitution de 92 et on retourne dans un régime parlementaire, semi-présidentiel, oui, où on passe à la suppression du poste de Premier ministre et on a un vice-président et là on est dans un régime totalement présidentiel. Maintenant c'est à la commission de voir. Donc on a sur le régime on n'a rien arrêté de concret, sauf que le régime parlementaire, beaucoup ont demandé qu'on le laisse de côté. Quelle est votre préférence à unir par exemple en ce qui concerne les régimes? L'actuel régime qui apparente à un régime présidentiel. C'est même un régime présidentialiste parce que ça donne trop de pouvoir au chef de l'État. Ça a été dit dans le Premier ministre a été de plus en pouvoir. Voilà, aujourd'hui. La révision de 2002. Exactement. Si aujourd'hui on veut revenir à un régime qui tienne dans le temps, soit on fait un réajustement pour que le Premier ministre aussi ait un certain nombre de pouvoirs, ou on laisse tomber cette histoire de Premier ministre. Et on cherche le chef de l'État qu'on aura à élire, il répond de tout devant le peuple et à partir de ce moment nous passons vers un régime présidentiel. Si ça ne tenait qu'à moi, je préférerais le... Mais en laissant au Togo, Justin il dit que le Togo, il y a une question du Nord-Sud et le régime semi-présidentiel répondait à cette question. Si le président vient du Nord, le Premier ministre vient du Sud, ce qui fait une sorte d'équilibre. Maintenant, si on passe au régime présidentiel comme non, au fond, ce que vous dites là n'a été écrit nulle part. Oui, c'est la juste. C'est la pratique. Mais c'est comme ça que ça se fait. Dans la salle, même ce débat a eu lieu. Il y a certains qui parlaient de compétences, que pour eux, il faut arrêter cette histoire de géopolitique quand le président vient du Nord, le président vient du Sud. Mais unanimement, les gens ont réagi pour dire non, il faut garder cet esprit-là, parce que quoi qu'on dise, le président Eyadema a eu ce mérite, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre le Nord et le Sud. Mais plus loin, quand on discutait du régime politique, les gens étaient clairs. Ils disent, même dans le cas d'un régime présidentiel, si le candidat vient du Nord, le vice-président vient du Sud. Ça a été clair. Même si on ne l'a pas écrit, on a plus réfléchi dans ce sens. C'est le cas même au Ghana, le vote avec le Ghana, oui. Et tout comme au Nigeria. Monsieur Justin, vous aviez dit tout à l'heure que vous étiez favorable à la proposition selon laquelle il faut décharger le chef de l'État de certaines de ses prérogatives et les attribuer au Premier ministre. Est-ce que UNIR est véritablement capable de décharger le chef de l'État? Vous parlez là comme si c'est UNIR qui décide de tout. À partir du moment où les Togolais vont dire voilà la voie que nous Togolais on veut suivre, UNIR, qu'est-ce que UNIR? C'est UNIR qui a le pouvoir, c'est UNIR qui a la majorité à l'Assemblée. UNIR a le pouvoir, UNIR a la majorité, mais une majorité qui ne permet pas à UNIR à lui seul de faire les réformes. Mais cette majorité elle ne peut pas permet de bloquer tout. Non, pas les 4/5. Mais ça dit UNIR. Ça veut dire, au fond, je crois que Dieu est en train de nous montrer la voie, mais nous n'écoutons pas. C'est quoi la voie selon Dieu? Ça dit, en réalité, quand vous voyez les députés de UNIR, il suffit que l'opposition comprenne et qu'ils s'entendent sur les réformes, ils vont l'opérer très facilement. Parce qu'ils auront les 4/5 très facilement. Si UNIR n'a pas la majorité pour faire les réformes, et qu'eux aussi, en tant que minorité, ils n'ont pas la force, ça veut dire qu'il y a un appel qui nous dit écoutez, mettez-vous ensemble, faites quelque chose de solide, de durable pour l'avenir du peuple togolais, ce n'est pas pour eux.
C'est ça aussi le débat. Oui, alors de façon globale, je voudrais, aujourd'hui, il y a quand même dans l'opinion, il y a beaucoup qui disent que vous avez en face de vous une opposition qui n'est pas vraiment forte. Est-ce que vous réjouissez de cette situation-là? En tout cas, ce n'est pas nous qui allons noter l'opposition, parce que de toute façon, l'opposition est notée par les observateurs. Voilà, les observateurs disent qu'il y a une opposition faible. De toute façon, quand vous êtes au pouvoir, ça c'est un point de vue personnel, hein. Quand vous êtes au pouvoir et que vous avez en face une opposition faible, ça ne vous arrange pas. Unir a contribué à affaiblir l'opposition. Bon, si eux-mêmes se sont laissés affaiblir, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez stratégiques. À travers l'accord RPT-UFC devenu UFC Unir, ça a contribué à affaiblir l'opposition. Oui, tout ce qui se dit, Unir n'a jamais attaché les gens pour faire des accords. Mais Unir a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. C'est la politique. Et donc en politique, il faut faire Unir. Donc en politique, non, Unir a fait quelle promesse? Il n'a pas dans l'accord. J'ai pas bien suivi. Dans l'accord. Faire les réformes en 6 mois depuis le 26 mai 2090. Dans ce plan, si vous accusez Unir, c'est grave. Est-ce que l'accord RPT... Oui. Moi, j'étais à l'époque avec Maître Aboïmo au temps de la pêche. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière sortie de Nicolas Lassonde. Oui. Il a dit que Maître Aboïmo est venu le voir à la maison pour lui dire de ne pas opérer, que lui, il ne voulait pas opérer les réformes parce que ça allait profiter à l'UFC. Donc c'est Unir qui a dit à Aboïmo de prendre cette position. C'est Nicolas qui le dit. Non, ça résume une réalité. C'est que dans l'opposition, les gens se sont toujours comportés comme si le fauteuil présidentiel c'est un banc. Alors, est-ce que cet accord RPT-UFC, les RPT n'existent plus, c'est vrai, mais Unir le remplace, est-ce que cet accord aujourd'hui, franchement, est-ce qu'il n'est pas caduc? Il n'y a que ceux qui ont signé cet accord qui pourront parler de caducité ou pas. Moi, je n'ai pas signé cet accord-là. Je crois que la question là, c'est plutôt ceux qui ont signé. On va parler de la vie de votre parti maintenant, Unir. Union pour la République, ça fait bientôt. Ça fait 7 ans que vous êtes là, je pense bien. Oui. Mais toujours pas de congrès constitutif. Mais c'est quoi le problème? Oui, sur ce plan aussi, j'ai un problème avec les Togolais. Nous-mêmes, on a un parti. Allez au ministère de l'Intérieur, regardez si sur nos thèses là-bas, c'est mis provisoire. Nous sommes constitués légalement. Mais le bureau, c'est bien dit bureau provisoire. Oui, on dit bureau provisoire, mais le provisoire peut devenir le définitif. C'est le bureau provisoire définitif alors. C'est possible. Mais au-delà, le congrès du parti, je crois que ce n'est pas ce qui importe aujourd'hui. En réalité, sans congrès, nous avons gagné plusieurs élections. Oui, gagner entre griffes. Oui, entre griffes, ça dépend de quel côté on se trouve. L'opposition conteste cette élection. Les oppositions africaines, on dirait que leur sport favori, c'est la contestation des élections. Donc vous espérez avoir gagné proprement. On l'a proprement gagné cette élection, ils le savent. Alors pourquoi vous ne faites pas le congrès à Unir? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pour ça que je dis ça, c'est un problème interne à notre parti. Le parti est au pouvoir. Vous me dites que vous êtes vous êtes des militants de Unir. C'est les Togolais qui veulent savoir. Pour créer un parti, il faut faire le congrès constitutif. C'est pour ça. Et le congrès LGBT, il y a eu un congrès constitutif à Tapamé. Il y a eu un congrès constitutif à Tapamé, on a élu un bureau. Ils ont été élus. Provisoire. Demandez bien, ils n'ont pas été choisis. Ils ont été comptés. Ils ont été élus. Donc faites les choses, proprement. Et ils sont là pour le moment. Ça nous fait gagner. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc il n'y aura pas de congrès uni. Si il doit y avoir un congrès ou pas, c'est uni qui doit décider. Alors, ce n'est pas aux autres de nous l'imposer. Alors, après donc environ 5 ans passés donc, sur le paysage politique togolais, quels sont les résultats que votre parti est parvenu? Est-ce que vous êtes content de vos résultats sur le terrain, du retour que vous avez de la population? Vous avez de bons retours? Vous êtes content de vos activités? Sur ce plan-là, j'avoue que c'est une question assez délicate. Mais il faut reconnaître que à écouter les uns et les autres, et vous-même en tant qu'observateur de la scène politique, vous ne me direz pas que le Togo n'a pas fait des progrès. C'est vrai, nous sommes conscients que tout n'est pas parfait. Mais nous croyons que s'il fallait nous noter sur 10, on aurait au moins 8. Oui, sur 10. C'est une mention excellente. Non, parce que moi, je me rappelle, je connais bien Lomé, hein, j'ai grandi même un peu à Lomé. Quand je vois Lomé aujourd'hui, je dis, ce n'est pas comme New York, ce n'est pas comme Paris, mais Lomé avance. Et au-delà, les conditions de vie, c'est vrai. Nous sommes dans un monde où la vie devient de plus en plus chère. Il y a des efforts qui sont faits, mais le gouffre est tellement grand que ce n'est pas encore
perspective. C'est pour ça justement qu'à l'UNIR, nous disons il ne sert à rien de perdre le temps. Il faut aller à l'essentiel. Les questions de réforme, on peut les faire rapidement si on a la volonté. Ça passera comme une lettre à la poste. Mais ce qui nous incombe le plus, c'est comment faire pour que la marmite de la ménagère soit pleine. C'est comment faire pour que le étudiant ait la bourse. C'est comment faire pour que le fonctionnaire soit content. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Beaucoup de choses. Comme par exemple, un exemple concret? Peut-être que c'est passé inaperçu, mais en tant que fonctionnaire, je dis, sur nos salaires, il y a eu des efforts. Les 20 000, 30 000 francs à part ça. Il y a eu un effort avant ça. Et aujourd'hui, au niveau de la SCT peut témoigner que c'est vrai. Ils n'ont pas eu ce qu'ils désiraient, mais il y a eu des efforts. Nous sommes environ 7 millions au Togo, il y a environ 50 000 fonctionnaires. Et pensez-vous que c'est les fonctionnaires qui... la question fonctionnaire qui est plus importante au Togo? On a environ 50 000 fonctionnaires sur une population de 7 millions. Oui. Et les autres qui ne sont pas fonctionnaires, ils deviennent quoi? Oui, mais un pays ne peut pas avancer sans son administration. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, pour ce qui est du privé, je crois que le climat des affaires aujourd'hui... Ceux qui sont à la maison, les chômeurs, les paysans qui n'ont rien. Oui, là, je ne comprends pas la question. Est-ce que vous voulez que l'État fasse un salaire ou bien une couverture sociale pour tous les Togolais? Je ne sais pas. Mais que l'État... Sinon, les efforts... Non, la vie est chère. La vie est chère parce que... Pourquoi le carburant n'est pas diminué? Pourquoi le carburant... Non, le carburant est diminué à chaque fois. Mais le carburant... Je crois qu'on a fait 3 diminutions successives. Avec le... Donc, il y a des efforts qui sont faits. Bon, je suis d'accord. C'est-à-dire que la masse, ou bien ceux qui sont en face, ne peuvent que demander plus. Nous en sommes conscients. Mais, écoutez, nous ne pouvons pas aussi... nous ne pouvons pas accéder aux doléances des gens sans tenir compte dès lendemain. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Fonds National se lève et dit j'augmente les salaires, je fais 100%. Les gens vont crier, les gens vont applaudir. Mais est-ce qu'il aura tenu compte des recettes que le Togo a par an? Et s'il le fait, est-ce qu'il pourra tenir dans le temps? Mais M. Fouzou Mboka était Premier ministre, il avait dit que le Togo avait moins pour augmenter les salaires. Et faire 50% d'augmentation, il avait dit. Mais il voulait le faire, mais on a dit, mais monsieur, calmez-vous. Et il s'est deviné de ça, je n'ai pas l'information. Bon, on y parlera. Mais vous parlez aujourd'hui de Lomé qui a changé. Alors pensez-vous que si c'était quelqu'un d'autre qui est au pouvoir, qui a la place du NIR au pouvoir, Lomé n'aurait pas évolué? Bon, ça, je ne saurais le dire, mais moi, j'apprécie ce que je vois. Mais quelle est la mission de chef d'État alors, s'il est au pouvoir? Si le chef d'État ne construit pas les routes, ne construit pas les hôpitaux, pourquoi je ne veux pas faire de comparaison, mais je connais des pays où des gens sont au pouvoir pendant des années, mais tu peux pas voir nos petites routes là-bas. Donc, si Ford Yassime le fait, c'est qu'il y a quand même une volonté. Dans quel pays, par exemple? Plusieurs pays. Le Cameroun, aller à Douala. Donc, quelqu'un d'autre à la place de Ford Yassime ne l'aurait pas fait. Je n'ai jamais dit ça. Ok, monsieur Justin, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que votre formation politique? Vous étiez président de la NDP. Oui, ça appartient au passé. C'est totalement. La NDP, c'est plus. Non, fusion. Vous l'avez dissous totalement. Donc vous êtes rentré dans UNI, maintenant vous êtes membre de UNI. Attends, je viens parler au nom de UNI. Je suis même un porte-parole du parti. J'ai allé présenter le parti à l'atelier, mais quand même. Est-ce qu'en créant votre formation politique, vous aviez pensé une seule petite seconde que vous allez faire dissoudre votre formation et aller vous ranger du côté du pouvoir? Et qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers UNI? Je crois que ce n'est pas l'occasion. Si vous voulez, on en reparle. Ok. Peut-être une dernière question au niveau de Fabrice. Donc, monsieur Justin Yani, Justin Yiti, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Justin Yiti était notre invité ce matin. Je vous rappelle qu'il est un des porte-parole du parti Union pour la République. Monsieur Yiti, l'émission tire à sa fin. On vous laisse la possibilité de nous donner le mot de fin. Oui, donc je voudrais une fois encore remercier LCF pour nous avoir invités parce que je représente ici le parti Unir. Mais je voudrais également rassurer les Togolais sur la volonté du chef de l'État d'opérer les réformes. Je le dis une fois encore, cet atelier répond à la recommandation 8 du rapport de la CVJR. Et c'est le chef de l'État qui a mis lui-même sur pied la CVJR. Donc c'est sa volonté d'aller vers les réformes qui a fait qu'on a tenu cet atelier-là. Et les conclusions de cet atelier, je crois que ces conclusions sont aujourd'hui unanimement saluées par les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais dans la salle, il y a également quelque chose qui s'est dégagé, c'est que les gens ont souhaité qu'on se mette ensemble pour opérer ces réformes-là. Et je crois que si tous les Togolais se mettent dans cet état d'esprit, les lendemains seront meilleurs. Je vous remercie.
Merci à M. Justin Yidi, il est porte-parole de l'Union pour la République, unir le parti au pouvoir. Merci à David Jabraoui, de la presse de Togosite. Merci au patron de Libéral, Fabrice Bédizi. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous, merci pour la fidélité renouvelée. Je vous retrouve mercredi avec le même plaisir, apportez-vous bien et très bon début de semaine.